Bonsoir et merci de nous suivre pour un nouveau rendez-vous, un candidat, un programme. Alors celui qui aura la charge de convaincre sur la pertinence de son programme de société pour le développement du Burkina Faso s'appelle Issaka Zampaligré. Il est candidat indépendant à la présidentielle du 29 novembre 2015. Bonsoir Monsieur Zampaligré. Bonsoir madame. Également avec moi sur ce plateau, mon confrère de la radio nationale du Burkina, Galip Soumé. Bonsoir Galip. Bonsoir Aïssata Sankara. Issaka Zampaligré, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore donc Issaka Zampaligré, sachez qu'il est avocat de profession, inscrit au barreau donc du Burkina et de Paris. Et il est spécialisé donc en droit financier et bancaire, et c'est à ce titre qu'il a occupé donc les fonctions de conseiller juridique donc auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO et de la BAD. Et on rappelle également que vous avez été donc conseiller juridique d'une banque parisienne, la Banque Colbert, et vous disposez actuellement donc d'un cabinet ici au Burkina et à Paris, des cabinets donc propres. Et vous êtes également Issaka Zampaligré, chef de village de Bampela, dans le centre-est, ici au Burkina. Et c'est en tant que candidat indépendant donc, que vous briguez pour la première fois à la magistrature suprême au Burkina. Merci Galip. Monsieur Zampaligré, on va commencer avec la première grande thématique de cette émission. Nous allons parler bonne gouvernance. Vous êtes avocat. J'imagine que les questions de justice vous tiennent particulièrement à cœur. C'est d'ailleurs le titre de votre programme de société. Ensemble pour un Burkina de justice, d'équité et de prospérité. Alors, dans votre programme, vous dites que vous allez réformer la justice afin de restaurer la confiance des citoyens et de la rendre plus accessible. Vous dites également que vous allez augmenter les moyens et les effectifs de la justice. Alors expliquez-nous quels seront les mécanismes que vous allez mettre en place pour y arriver, parce que vous êtes assez vague là-dessus dans votre programme. Merci madame. Dans un programme, il faut rester dans les grandes lignes. Pourquoi nous le sommes? Parce qu'aucun de nous, ni vous, ni tous ceux qui prétendent aujourd'hui, ne connaissent l'état réel de nos finances publiques, madame. Mais nous savons une chose qui est certaine, c'est que l'impunité et l'état de délabrement dans lequel se trouve la justice aujourd'hui ne peut plus continuer. Pour nous, la justice renvoie à l'application effective du droit. Or, ce qui est décrié, c'est une justice corrompue, une justice aux ordres de l'exécutif, une justice proclamée indépendante, mais qui gît dans les affres de l'aliénation. Nous pensons, et je pense, que mon ambition, c'est de faire en sorte que la justice revête à nouveau ses lettres, ses traits de noblesse. Pour cela, il faudrait impérativement que l'on revoie les moyens qui sont mis à la disposition de la justice. Parce que je parle d'une allocation beaucoup plus rationalisée des ressources publiques. Combien par exemple? Je ne peux pas vous dire combien parce que nous ne savons même pas, sans audit. Monsieur Zampaligré, puisque c'est vous-même qui devrez chercher les moyens en fait afin de pouvoir mener à bien ce programme, donc vous devez savoir où trouver les moyens en fait pour mettre en œuvre toutes ces ambitions. Nous trouverons les moyens, nous trouverons les moyens comme nous avons les moyens de pouvoir manger et de boire chaque jour. S'il y a une priorité au Burkina, s'il y a une allocation de ressources qu'il faut faire aujourd'hui, c'est en direction de cette justice-là. Pour ne serait-ce que permettre au Burkina de vivre dans la paix. Vous savez, un pays qui vit sans justice est un pays qui est voué à la guerre. Monsieur Zampaligré, donnez-nous des exemples concrets. Au Burkina Faso, on n'a que 24 tribunaux au lieu de 45 prévus. Dites au Burkinabé, pour plus d'accessibilité, nous allons construire par exemple plus de tribunaux pour que vous ayez accès à la justice. Je ne pense pas que la question se pose en ces termes, madame. Je vous dis que si déjà les juridictions qui sont mises à la disposition du public fonctionnaient bien et régulièrement, nous n'aurions pas à décrier le mode de gouvernance actuel de la justice. C'est parce qu'aujourd'hui, la justice est vue comme un rempart de démons où les procès sont monnayés à coups d'argent. Et vous le savez mieux que moi. C'est parce qu'aujourd'hui, la perception de nos justiciables est qu'il y a une justice
à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses. Oui, il y a cela, mais il y a aussi la question d'accessibilité quand même, M. Zampaligré. Moi, je pense que déjà, il y a un moyen qui est mis à la disposition de la population et la justice est accessible. Ce qu'on pourra faire, c'est de renforcer l'assistanat gratuite de la part de l'État afin que tout justiciable dépourvu de moyens financiers puisse avoir de quoi comprendre le mode de fonctionnement de la justice. Comment vous allez le faire pour couvrir tout l'ensemble du territoire? Parce que les chiffres montrent que on a 3 magistrats pour 100 000 habitants au lieu de 10 pour 100 000 habitants. Vous savez, je ne crois pas beaucoup à ces chiffres-là. Et je vous dis qu'une grande partie de notre population n'est même pas concernée par cette justice. Vous savez que coexistent dans notre pays 2 types de justice, 2 types d'État. Il y a la tradition, la chefferie traditionnelle, qui arrange à longueur de journée des procès sous l'arbre à palabre de nos justiciables. Ils ne sont pas moins burkinabés que ceux qui sont en ville. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y a des chiffres qui ne sont pas bons, qui sont très très insuffisants, je dis que non, là n'est pas la question. Une grande partie de notre population n'a pas recours à cette justice formelle. Ce n'est pas par ignorance, M. Zampaligré, puisque les populations actuellement, on peut dire, hein, beaucoup ne savent même pas les voies de recours. Et on peut aussi se dire le fait de l'éloignement. Certains palais de justice. La faute si depuis 1960 nous n'avons rien mis pour éduquer notre population. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens? C'est ce que les Burkinabés qui vous suivent actuellement ont besoin de savoir. J'ai prévu une réforme institutionnelle d'envergure, de structure, qui prendra en compte et qui donnera un statut officiel à la chefferie dite traditionnelle. Et je compte utiliser ces canaux-là pour entrer dans le tissu du monde rural et permettre une sensibilisation et une formation de tous nos citoyens pour qu'ils puissent enfin comprendre de quoi vous parlez quand vous parlez de justice. Alors justement, sur cette réforme du statut de la chefferie traditionnelle, oui, dans votre programme, vous dites que ça va faire partie des réformes prioritaires. Oui. Est-ce parce que vous êtes chef de village vous-même que c'est inscrit comme priorité? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, madame. J'aurais bien souhaité que ce soit aussi facile que cela. Mais je pense que j'ai eu simplement à faire une constatation. Vous savez, la dernière des constatations, c'est quand je suis revenu sur cette crise issu du coup d'État du 16 septembre 2015. Vous savez, aucun de nos mécanismes de l'État moderne, de l'État républicain, ne nous a permis de sortir de l'impasse. Il a fallu un homme. Il a fallu un homme et cet homme s'est appelé le Moro Naba de Ouagadougou. C'est sous l'autorité de cette seule personnalité que nous avons pu dire à nos militaires et braves qu'il fallait s'asseoir autour d'une table au lieu de se battre en pleine ville, en pleine capitale. Et je voudrais que, comme d'autres pays l'ont fait, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait des pas significatifs pour consacrer ces valeurs positives de notre pays. Au Ghana, à côté, nous avons un statut de la chefferie traditionnelle. Pourquoi pas demain, parce qu'après cette crise, nous n'avons rien du tout qui fait référence, en fait, à cette chefferie traditionnelle. Oui, nous n'avons rien par rapport au Moro Naba. Et je trouve que c'est une injustice. Monsieur Zampaligré, vous êtes vous-même chef coutumier. Oui. Et vous briguez donc la magistrature suprême. Nous sommes dans un État républicain. Oui. Et élu président, quelle sera la frontière entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir moderne? Je n'ai jamais voulu un compartimentage de nos vies. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir en ville et se dire moderne et retourner au village pour encore épouser les contours et les valeurs du village. Non, je prône une unicité de nos valeurs pour qu'enfin nous puissions cheminer dans la cohérence. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Pour terminer sur la question de justice, il y a plein de dossiers qui dorment dans les tiroirs. On parle de corruption de la justice, de manque d'indépendance de la justice. Vous, Président, quelles mesures vous prendriez pour bouter tout cela hors Vous savez, quand vous avez parlé de gouvernance, j'ai voulu vous dire tout de suite que derrière ce mot, il y a en fait beaucoup de choses à dire. La première des choses, c'est la responsabilisation. Quand on parle de gouvernance, on parle de responsabilisation. Responsabilisation politique, on vient d'avoir un cas hypothétique, c'est le code électoral qui vient de faire une sanction. La responsabilité administrative,
la responsabilisation au plan de la gestion des finances publiques, la responsabilisation au plan de la gestion et de la comptabilité de la dette publique et de l'exécution des dépenses de l'État. Donc, il y a tout cela à prendre en compte. Et il y a aussi la transparence. Dans cette transparence, on a beaucoup de choses à dire, y compris les médias, y compris la façon dont les marchés publics sont passés. Donc, nous pensons que la gouvernance dans son ensemble sera un élément transversal qui va traverser la justice de la même façon, où on va imposer une obligation de transparence. Cette obligation peut se faire à travers la publication des décisions judiciaires, par exemple. C'est un élément probant et en fait un critère de transparence qui permet aux juges, aux magistrats de dire sur quel fondement ils ont débouté, ils ont donné raison à telle ou telle partie dans un conflit. Alors, on va à présent parler d'un autre sujet qui va très bien avec la justice et la sécurité. C'est la sécurité, vous le savez, M. Zampaligré, aujourd'hui, une préoccupation majeure donc, des Burkinabés, c'est la question de la sécurité. Quand on quitte, en tout cas, la région de l'Est pour venir du côté de Ouagadougou, on n'est pas sûr d'arriver donc en toute sérénité, des coupures de route tous les jours, des braquages et des attaques à domicile. Est-ce que dans votre schéma, cette question de sécurité est une préoccupation majeure et qu'est-ce que vous comptez apporter comme réponse véritablement? J'en ai parlé dans mon projet de société. Oui, puisque je prévois l'augmentation, disons, ce quinquennat de 20 000 recrutements de postes dans la gendarmerie et dans la police. Ces 20 000 viendront prioritairement reprendre les éléments de la police qui avaient fait une mutinerie le 11 en 2011 pour revendiquer des conditions meilleures de travail et une valorisation de leur emploi. Et il faudrait compter sur ces recrutements pour encore renforcer les effectifs de la police. Vous parlez des 136 policiers radiés de 2011. Oui, qu'en est-il des 600 militaires également qui ont été radiés? Pourquoi seulement les policiers? De dire que vous allez donc réintégrer, est-ce une manière de dire que l'acte posé n'est pas condamnable de votre point de vue? Non, nous ne pouvons pas dire que ceux qui se sont battus et qui ont soutenu encore ceux plus récemment des 30 et 31 octobre était en fait une action injuste. Nous pensions que ce qu'ils avaient posé officiellement comme revendication étaient des revendications justes. Nous voyons l'état de délabrement et d'impunité régnant dans ce pays-là. Pourquoi avoir condamné des personnes? Parce que ces personnes réclamaient plus de justice sociale, plus d'inclusion dans ce pays. Mais il y a des voies de recours en la matière, M. Zampaligré. Vous, Président, est-ce que vous allez accepter que ces genres de pratiques s'opèrent toujours au niveau du Burkina? Les voies de recours, on les a vues dans le dossier de notre feu président Thomas Sankara. Pendant 27 ans, mademoiselle qui porte encore le nom de Sankara. Et dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas été utilisé pour que nous puissions savoir enfin qui a assassiné Thomas Sankara dans ce pays? Où en sommes-nous? C'est seulement maintenant, depuis les 30 et 31 octobre 2014, que des frémissements se font entendre. Et nous souhaitons un approfondissement pour que, à jamais, l'impunité soit derrière nous. Vous allez réintégrer les 600 militaires également radiés ou pas? Vous savez, les 600 militaires, vous savez, je ne pense pas que les militaires ont la même vocation que ceux qui assurent au quotidien les questions de sécurité. Vous savez, la sécurité pour nous renvoie à deux entités pour des pays de tradition francophone. Il s'agit de la gendarmerie et de la police. Nous ne connaissons pas un pays où ce sont les militaires qui assurent la sécurité. Les militaires sont là pour la défense du territoire en cas de guerre. Si vous voulez qu'on les fonde dans un même statut, ben, je ne sais pas, dites-moi pourquoi. Galip Sommet le disait tout à l'heure, intégrer 136 policiers radiés en 2011, pardon. Oui. Entre 2011 et 2015, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Oui. Est-ce qu'il y aura une enquête de moralité avant leur réintégration? Certainement, madame, certainement, puisque nous tentons de corriger les distorsions. Et vous le savez très bien, il ne s'agira pas, lorsque l'on combat l'impunité, l'injustice, de ramener le vipère ou le serpent dans son lit. Il s'agira de faire en sorte que ce qu'ils avaient revendiqué de juste puissent enfin avoir un écho. Et ce sera justice aussi. Votre recrutement massif de 20 000 policiers et gendarmes, oui. On sent que c'est vraiment un effectif assez important. Oui. Comment avez-vous la certitude que ces gens pourront être formés et pouvoir véritablement répondre aux attentes des populations?
Je n'ai aucun doute sur nos centres de formation en matière de sécurité. Mais avec des effectifs aussi importants. Les effectifs, si on fait un calcul rapide, c'est 5 000 par an. Ça fait 5 000 par an. 5 000 par an. 5 000 par an, c'est possible. Vu l'acuité, vu la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. C'est vous-même qui veniez de me dire que pour quitter l'Est et arriver à Ouaga, on n'est plus tout à fait sûr. Est-ce qu'on a les infrastructures pour accueillir ce nombre de policiers, de gendarmes? La proximité de la police avec la population permettra de manière préventive d'aller vers des résultats probants en sécurisation. Et ça, tout le monde le sait. On les forme avec qui? Il n'y a pas assez de formateurs. On les trouve où? Les infrastructures pour les accueillir, Qu'est-ce que vous en savez, madame? Qu'est-ce que vous en savez au niveau de la police? Moi, je suis avec des équipes. J'ai des équipes de policiers. La moyenne de la gendarmerie, c'est 710, je crois, l'année. Et la moyenne de la police, c'est 1100 l'année. Ces chiffres ne sont plus bons. C'est pour cette raison que nous avons malheureusement la constatation de l'insécurité rayante. On ne conteste pas vos chiffres. Tout ce qu'on vous demande, est-ce que vous allez construire des infrastructures et prendre le personnel qu'il faut pour former les personnes que vous allez recruter? Mais certainement. Est-ce qu'on a besoin de poser cette question? Bien sûr. C'est comme si vous offriez une voiture à une personne et vous lui demandez est-ce que vous allez il faut être assez clair sur les mesures que vous prenez. Pour pouvoir circuler. On n'a jamais connu de miracle si important qui permettent à une voiture de circuler si au préalable on n'a pas mis un peu les intrants qui permettent son fonctionnement régulièrement. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc c'est certainement ce qui va être fait et c'est ce qui sera fait si le peuple nous fait confiance. Nous allons donc tenter de lier cette question de sécurité à la justice parce qu'il y a une question qui revient très souvent, que la plupart des gens, des auteurs de ces attaques et autres là sont des repris de justice. C'est-à-dire c'est des gens qui sont auteurs à plusieurs reprises de ces attaques. Alors vous, Président, vous savez, comment mettre fin à ces genres d'actes? Vous savez, la structuration du pénal dans sa globalité sera revue. Les récidivistes et tous ceux qui n'ont pas montré leur capacité de reconversion pour encore pouvoir vivre avec nous dans une paix, certainement vont retourner et peut-être plus durablement en prison parce que leur place n'est plus parmi nous. Alors, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vous entendez renforcer, c'est ce que vous dites dans votre programme, hein, la coopération avec les pays de la sous-région. Est-ce suffisant? Vous savez, notre pays n'est pas situé dans une bonne posture. Notre pays a quelquefois été pointé du doigt comme un État voyou, un État nourrissant des terroristes, un État abritant des islamistes. Il s'agira de restaurer cette confiance-là en montrant aux peuples frères du Mali, aux peuples frères de Côte d'Ivoire, aux peuples frères du Niger, que nous ne sommes pas des terroristes et que sur du territoire burkinabé, il ne sera plus possible d'entreprendre une action destructrice en leur direction. Monsieur Zampaligré, là c'est vraiment un discours. Non. Quel type d'acte concret vous allez poser pour essayer de freiner, c'est-à-dire de barrer la route à... La coopération, c'est celle qui est la mieux institutionnalisée au niveau étatique. Il y a l'Interpol, il y a tellement de mécanismes républicains qui permettent au quotidien de savoir quelle personne s'est déplacée du Mali vers le Burkina et vice-versa. Nous avons des frontières assez poreuses. Hein, nous avons des frontières poreuses. C'est la raison pour laquelle la relation étroite qui doit être tissée entre nos pays devrait constituer un handicap pour ces délinquants qui ne pourront plus aller d'un pays à l'autre et y trouver une cachette durable. Est-ce qu'il faut garder les bases militaires étrangères qui sont sur notre territoire, qui sont décriées par certains syndicats? Je n'ai pas connaissance d'une base militaire étrangère établie durablement chez nous. J'ai seulement connaissance de l'installation provisoire d'unités de lutte antiterroriste pour toute la zone qui couvre et le Burkina, et le Niger, et le Mali, parce que c'est nous-mêmes... des installations provisoires qui prennent le temps quand même. Je préfère cela si c'est le coût, c'est le prix à payer pour que vous puissiez toujours être habillés de la sorte. Moi, j'ai en mémoire, au Mali à côté, les femmes c'était dans la burqa. Une femme a été lapidée parce qu'elle vivait en concubinage avec un homme sans mariage. Si c'est ce que nous avons de bien à montrer, je préfère que ce soit en fait des bases qui durent durablement jusqu'à ce que nos systèmes de défense des États
puisse être à la hauteur des normes pour pouvoir préserver la population. Okay, on va aborder notre sujet. C'est un thème qui est beaucoup revenu. On parle de réduction du train de vie de l'État. Vous, si vous êtes élu président, qu'allez-vous faire pour réduire votre train de vie et partant celui de votre gouvernement? Je propose qu'on mette en location même Kosiam, qui est un gros palais inutile alors que la population gît dans des cases, alors que la population... Est-ce que c'est réaliste comme proposition, monsieur Zampali? C'est réaliste. Moi, je resterai chez moi. Nous avons vu des présidents qui sont restés modestement chez eux. Nous avons vu des présidents... Vous avez besoin de bureaux, d'un cadre de travail. Quoi, nos bureaux doivent être adaptés à votre niveau de vie. On ne peut pas être un pays qui dépend majoritairement de l'aide extérieure, donc des dons et des prêts concessionnels sur 50 ans, et vouloir montrer qu'on est émergent, qu'on est important, on est devenu riche. Ça, c'est faux. Vous allez construire de nouvelles infrastructures pour abriter vos services? Non, madame, nous n'avons pas besoin de construire. Si nous avons un parc immobilier, nous avons un parc automobile assez conséquent dans ce pays. Quelquefois, on se demande même à quoi servent toutes ces voitures-là, qui sont garées attendant le passage d'un cycle de temps pour être reformées et déménagées dans le secteur privé. Nous n'allons pas continuer comme ça. Le train de vie de l'État, c'est quoi? Le train de vie de l'État, c'est que tout le monde doit pouvoir se serrer la ceinture. Parce que cette jeunesse attend que nous puissions faire des concours crédibles au niveau du secteur public, parce que cette jeunesse veut que nous puissions demain ramener les horloges au niveau du secteur privé, pour que de par les systèmes de passation des marchés publics, ce secteur privé en relation avec le secteur public étudie les modalités d'une embauche. Et c'est ce que nous allons faire. Combien vous comptez économiser en mettant, par exemple, le palais présidentiel en location? Vous savez, c'est déjà quelque chose. Moi, je ne veux pas donner l'impression de l'extravagance, alors que la population... Vous savez, à moins de 10 km de Ouagadougou, il y a des gens qui boivent de l'eau boueuse. Dans mon propre village, 3 classes sont réunies dans une paillote. Nous continuons de penser que c'est cela, le développement. Quand on parle de réduction du train de vie de l'État, c'est non seulement un cabinet qui n'est pas pléthorique, c'est aussi... Combien? Vous savez, on ne peut pas le décréter. C'est en fonction des priorités que l'on va mesurer la façon coordonnée. Mais c'est les chiffres qui arrivent à convaincre les électeurs. Si vous n'avez pas de chiffres à donner, vous n'avez pas de quelque chose de concret à dire aux quelqu'un parmi ces candidats qui connaissent les chiffres de l'État au jour d'aujourd'hui, sauf ceux qui sont aux commandes de l'État. Mais on suppose que dans votre programme, tout ça c'est déjà clarifié, M. Zampali Gré. Tout ça est clarifié et tout ça aura une réponse à partir de l'audit général des finances publiques de notre pays. Et vous le savez mieux que moi. Vous savez que vous ne pouvez pas du tout décréter que vous allez avoir telle réduction de sommes alors que nous sommes en train de ployer sous le coup de l'endettement. Vous savez que nous avons le fort taux d'endettement dans la sous-région. Vous parlez d'endettement, M. Zampali Gré, c'est là. Et que le ratio valeur actualisée de la dette par rapport aux exportations est très très élevé. Et vous le savez, et ça depuis 2010. Merci de nous tendre la perche, on va parler économie à présent. Que vous parlez d'endettement, c'est là l'occasion de parler d'économie. Vous savez que l'économie burkinabé a été fortement ébranlée, en tout cas ces derniers moments, suite aux différentes crises que le pays a connues. Alors, en termes de mécanisme de relance de l'économie, qu'est-ce que vous proposez comme action immédiate et urgente? Vous savez, si nous arrivons à restaurer l'état de droit, beaucoup de ceux qui aident le Burkina, parce que le Burkina dépend prioritairement de l'aide publique et extérieure, avec une pression fiscale de l'ordre de 13%, alors que la norme fixée par l'UEMOA est de 17%, nous sommes ceux qui sont les plus impotents pour parler de souveraineté. Nous sommes en dehors du cordon douanier qui vient s'ajouter et de la corruption galopante. Nous sommes les seuls à vouloir exhiber notre dignité alors que tous les jours nous faisons glihala pour avoir de l'argent. Je crois que c'est indigne d'un Burkinabé. Et je pense que cette façon de l'endettement à moyen terme pour couvrir des dépenses courantes ne sont pas en fait la bonne des attitudes à adopter. Et nous allons faire autrement. Nous allons compter sur nos propres moyens, en réduisant le train de vie de l'État et en donnant des assurances à nos partenaires techniques et financiers, à nos partenaires au développement. Et c'est de cette façon-là
que la transparence sera établie. Alors, pour limiter l'endettement, vous dites que le pays devra seulement compter sur les financements sous forme de dons et de prêts hautement concessionnels. C'est pas moi qui le dis. Mais alors, est-ce qu'un État souverain, parce que les dons c'est quand même aléatoire, est-ce qu'un État souverain peut compter que sur ça? En tout cas, on a marché beaucoup sur ça et c'est de ces dons et de ces emprunts concessionnels que quelquefois vous vivez et que vous êtes devant cette télévision aujourd'hui, madame, si vous ne le savez pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analyses des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque africaine de développement, qui dit qu'aujourd'hui, le taux d'endettement du pays est tel qu'on ne peut plus s'amuser à continuer à endetter parce que c'est un endettement très très long. Nous hypothéquons sur 50 années la postérité. Vos enfants vont naître, ils vont naître ligotés et entravés. Est-ce que ce n'est pas ces institutions de Bretton Woods, justement, qui nous ont conduits dans toute cette situation avec les programmes d'ajustement structurel? Du temps de Sankara, quand ils sont venus, on leur avait seulement donné 3 jours pour replier leurs bagages, parce que c'était 3 nuitées d'hôtel qu'on leur accordait. Parce que nous avions déjà pris notre destin en main. Nous avions dit déjà que nous allions faire les réformes structurelles qui permettent aux Burkinabés de vivre selon ses moyens. Nous avions instauré un système où le consommons, ce que nous produisons, avait déjà produit des résultats. Mais lorsque vous me dites aujourd'hui que ce sont ces institutions, je suis heureux de l'entendre. Je suis bien heureux de l'entendre parce que je sais que c'est cela l'aliénation. Parce que nous savions que c'était cela qui allait conduire dans notre situation d'impact. Comment se défaire de cette aliénation? Vous savez, il faut de la volonté, il faut décider d'être sobre. Mais si vous avez la certitude que le pays est à même de produire actuellement les ressources propres, de même à produire, à financer plutôt, en tout cas tous les secteurs de développement? Je pense que le pays, en restaurant, en reportant ses valeurs sur celle de sobriété que nous connaissons et qui caractérisait le Burkinabé, nous n'allons pas avoir du mal à boucler nos budgets pour soutenir durablement notre développement. Alors, tenez, moi je suis de ceux qui pensent que quand on émet un billet de 1000 francs CFA dans la journée, ce billet retourne en Occident le soir. Dites-moi pourquoi. C'est à travers vous-même. Regardez-vous. Regardez tous les biens de consommation que nous avons. Ils viennent d'où? Ils viennent de là où nous voulons justement nous soustraire de la domination et nous voulons prouver notre indépendance. Parler du consommant burkinabé? Je ne sais pas. Alors que nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert maintenant. Mais le monde ouvert tel que l'on tente de nous le faire accepter n'est pas forcément à notre avantage. Le Burkina doit toujours garder son identité et sa souveraineté et la défendre, même dans un contexte sous-régional. Je suis de ceux qui... Monsieur Zampaligré, si vous permettez, nous allons poursuivre toujours avec l'économie. Vous parlez actuellement du secteur privé, un secteur qui, de votre point de vue, joue un rôle important dans l'économie et qui ne devra plus être perçu comme un potentiel fraudeur. Comment juguler conjuguer le dynamisme entre ce secteur privé et la pression fiscale dont vous parlez actuellement? C'est quand même les mêmes personnes à qui nous avons confié notre destin commun de gestion de la maison commune qui, le soir, reçoivent des enveloppes pour, en fait, torpiller nos règles de passation des marchés publics. Et ce sont les mêmes, de manière grandiloquente, quand le jour venu, ils sont au bureau, affichent leur dignité et prouvent l'indignité du secteur privé que l'on connaît comme fraudeur de statut. Voilà. Mais lorsque nous allons entrer dans la gouvernance de la responsabilisation, parce que responsabilisation rime avec sanction, lorsqu'effectivement on aura pris des agents de l'État à qui nous avons confié ce mandat de gérer le peu de ce qui reste de notre maison commune et qu'on aura pu démontrer leur corruption, on ne va pas toujours confier ces biens à un voleur. On va terminer avec la thématique la première thématique. L'économie, la bonne gouvernance. On va terminer avec le foncier. Dans votre programme, vous dites qu'il est important de procéder à une réforme complète dans les zones communales. Dans les zones rurales, votre politique va consister à la sécurisation foncière garantissant l'accès des terres aux femmes. Pas un mot sur les logements. Comment comptez-vous résoudre la question catastrophique du lotissement? La question catastrophique du lotissement en zone urbaine
trouvera un cadre de solution. Et je crois que déjà, même sous le règne de la transition, des débuts de réponse sont apportés. Et j'ai ouï dire que beaucoup de maires sont en ce moment emprisonnés parce que la justice dispose d'éléments concordants prouvant qu'ils ont réalisé des spéculations, ils ont fait des détournements de parcelles lors de leur gestion sur l'acquisition des terres ou sur la distribution des terrains, et je pense que c'est une bonne chose. Je demande un approfondissement de cette façon de conduire nos biens communs, nos politiques communes de gestion de la cité. Quant au régime foncier rural, je considère que nous devons aller plus loin dans notre réforme fiscale pour pouvoir valoriser notre capital foncier et l'ouvrir davantage aux femmes, parce que je sais que quand une femme a 100 francs, cette somme sert à soigner le bébé, l'enfant, cette somme sert à alimenter en nourriture l'enfant, cette somme alimente quelquefois aussi le mari devenu sans emploi. Donc je voudrais que demain, nous puissions sérieusement engager des discussions positives avec le monde traditionnel, le monde de la chefferie traditionnelle, qui a encore sous son emprise le régime de ces terres, avec qui nous pourrions maintenant envisager la valorisation de ce capital foncier. Alors on va avancer dans cette émission. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure, c'est celui de l'éducation. Alors dans votre programme de société, vous dites que vous allez d'abord lancer un audit des services et systèmes éducatifs burkinabais afin de proposer un nouveau pacte éducatif. Est-ce que les problèmes de l'éducation burkinabé ne sont pas assez connus selon vous? Manque d'infrastructures, manque d'enseignants, baisse de la qualité de l'enseignement. Mais ça, vous êtes en train de viser les effets. Mais il y a quelque part un principe de base, l'orientation, qui a produit ces effets-là. Moi, je veux que la communauté scientifique universitaire puisse s'asseoir et nous dire comment ils ont pu accepter et comprendre que l'on puisse enseigner 1000 étudiants dans un amphithéâtre. Ils sont beaucoup qui sont agrégés, professeurs dans tous les domaines. Dans et de votre point de vue, de quelle orientation parlez-vous? Il faudrait qu'on puisse nous dire quel type d'adéquation on peut avoir entre formation et emploi. Vous savez, dans le passé, une personne pouvait ne pas avoir de diplôme et avoir du travail. Aujourd'hui, ce sont des personnes diplômées qui n'ont pas de travail. Un homme, sa fille, son fils n'a pas de travail après avoir fait toutes les études. Qu'est-ce que nous voulons leur dire? Que nous avons fait venir en ville, quand il s'agit du pourcentage de ceux des masses démunies, défavorisés qui viennent en ville, qu'ils ont obtenu leur diplôme et qu'ils doivent retourner cultiver alors qu'on ne leur a rien appris, alors que nous savons bien que partout dans le monde, lorsque nous avons un métier, parce que le maçon, parce que le menuisier, parce que le plombier, parce que le mécanicien, l'électronicien a toujours de quoi s'occuper de ses 10 doigts. Pourquoi il ne faut pas dès maintenant mettre en place des lycées techniques professionnels qui vont garantir tout de suite cette immersion dans le monde actif de l'entreprise et permettre un emploi? Avec quel argent? Mais nous avons des ressources. Si nous mettons de côté le gaspillage et la gabéchie que nous connaissons, nous avons des ressources pour le faire. Oui, M. Zampaligré, le système éducatif burkinabé a besoin actuellement de solutions urgentes. Notamment, il y a le continuum qui est là, avec le problème d'infrastructure au niveau des universités, vous l'avez dit, des effectifs pléthoriques. Alors, de façon urgente, qu'est-ce que vous allez faire pour apporter donc des réponses urgentes à ces problèmes de l'heure? Nous avons... Parce qu'on imagine que pour venir à bout de tous ces problèmes-là, c'est sur le long terme. Mais de façon urgente, qu'est-ce que vous proposez? Pas sur le long terme. Oui. Non, je ne suis pas ce président qui connaît tout. Ah ouais. Moi, je laisserai à la communauté scientifique universitaire nous trouver dans un délai très bref la solution parce qu'ils sont payés pour ça. Oui, si on vous demandait de construire pour une année 20 amphithéâtres ou 30 amphithéâtres, est-ce que vous aurez les moyens de le faire? Si la communauté scientifique vous le demandait. Je vous ai dit, de construire... Moi, je vous ai dit une chose à l'entame de nos discussions, que quand on parle de programme, en fait, c'est un abus de langage, puisque je vous ai démontré que ce pays vit de l'assistanat. Améliorons déjà notre système de pression fiscale, améliorons déjà notre gouvernance
pour garder ce qui appartient à l'État au trésor public et ensuite on verra. Qu'est-ce que vous pensez du continuum? Est-ce qu'il faut le maintenir? Vous savez, c'est la communauté scientifique de l'université qui peut nous dire. Je ne voudrais pas que ce soit un président qui vienne imposer et qui vienne dire qu'il connaît tout dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas du tout rassurant. M. Zampaligré n'a rien à promettre, n'a rien prévu en fait dans son programme dans ce sens. Ça veut dire que vous venez et ce sont vos collaborateurs qui vous aident à tout faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je sais qu'il y a une répartition du travail qui est opérée et qui est rationnelle. Je veux que chacun joue sa partition. Tous les acteurs joueront leur partition. Mais en attendant, les Burkinabés ont besoin de savoir ce que vous avez à leur proposer. Non pas que vous puissiez vous référer à une instance quelconque. Non, ce n'est pas une avez instance. un programme... C'est pas une instance. Ce sont des hommes qualifiés pour ces questions-là à qui je demanderai de me proposer des solutions. Vous savez, quand vous allez à un conseil des ministres, un président, il ne vient pas pour dire... allez faire ça, non. Chacune de ses compétences autour de lui garantissent en tant que chef d'orchestre un résultat. À cette allure, je vous parie que, en tout cas, vous, président, ça veut dire qu'il faut prendre du temps, laisser le temps aux gens de réfléchir et de faire des propositions. Pas nécessairement. Nous avons un bilan global de ce qui se dit sur ces questions pertinentes. Ce que je tente de préserver, c'est que vous, ici, on me fasse passer pour quelqu'un qui connaît tout dans tous les secteurs. Je ne le souhaite pas. Pour personne d'ailleurs, en tant que président de la République. Selon les chiffres du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, chaque 5 ans, le nombre des étudiants dans les universités publiques au Burkina Faso est multiplié par 2. Il y a manque d'infrastructures, manque d'enseignants. Qu'allez-vous faire pour résoudre tous ces problèmes? Nous allons avoir les infrastructures prioritaires qui permettront de résorber et de garantir à chacun des élèves et des étudiants de ce pays de pouvoir accéder à la connaissance qui libère, parce que la connaissance donne la vérité. Et la pratique du bien, c'est le rôle de l'éducation. Nous allons, parce que nous l'inscrivons dans notre priorité sectorielle de gouvernement, que nous allons aboutir à ce résultat. Mais vous ne pouvez pas dire que nous allons dans nos arbitrages de budget, continuer de cheminer comme nous le faisions par le passé et vouloir avoir des résultats probants en bout de parcours. Pour résoudre le problème de l'université de Ouagadougou, selon les états généraux de l'enseignement supérieur qui s'est tenu cette année, c'est énormément d'argent. On parle de 1000 milliards de francs CFA. 1000 milliards de francs CFA. Et vous croyez que nous consacrons combien de milliards de francs CFA dans les hôtels, dans les avions et dans les cravates, dans les vestes que nous achetons au Burkina, madame? Vous savez, on insulte notre intelligence au quotidien. Il va falloir arrêter tout ceci. Mais dites-nous, vous allez trouver l'argent, tout simplement. On va en fait faire les réformes qui permettent justement de garder ces sommes au lieu de les dépenser inutilement pour soutenir d'autres économies en tant qu'économie périphérique. Voilà la vérité. C'est pourquoi j'estime que vous inscrivez votre action sur le long terme. Non. Les réformes à opérer, ce ne sera pas de façon immédiate. Et ensuite, toujours sur l'éducation, nous savons qu'actuellement, il y a plus de 3000 classes sous période, par exemple. Oui. Les élèves ont besoin de classes. Vous avez pris l'exemple de votre village. Oui, mais on va construire des écoles. On va construire ces écoles-là pour que les enfants ne demeurent pas sous des périodes. Vous donnez combien de temps pour qu'il n'y ait plus d'écoles sous période au Burkina? Je ne sais pas, vous le savez, si on part du principe qu'à partir de cette année, on remplace toutes les écoles sur période, quelle que soit la qualité, pour qu'au moins on ait des écoles acceptables, les entrepreneurs qui auront ces passations de marché public le réaliseront dans les délais que nous aurons arrêtés. Et ça peut ne pas dépasser 6 mois. Alors, et vous le savez, dans le bâtiment, c'est possible. Monsieur Zampaligré, la finalité de tout ça, c'est évidemment l'emploi. Pour créer de l'emploi, vous dites dans votre programme que 70% des ressources d'emprunt ou dons seront utilisées en faveur de notre économie par des prestataires du pays. En contrepartie, vous allez négocier des emplois pour des jeunes. Combien d'emplois vous envisagez créer dans ces conditions? Je pars d'une constatation, madame, qu'à chaque fois que nous avons des emprunts, les règles d'éligibilité font que ce sont des entreprises étrangères du Nord qui viennent y repartir avec la substantialité de ces ressources-là, ne laissant qu'une infime partie aux opérateurs nationaux, aux entrepreneurs nationaux, ce qui ne leur permet pas justement de recruter. Si nous inversons la donne, parce qu'il y a un cadre juridique qui est la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, nous allons pouvoir retenir ces sommes-là
au moins à hauteur de 70%, pour que ce ne soit pas l'emprunteur, non seulement qui nous prête de l'argent, mais qui utilise ce PEC à nous faire pour faire travailler son économie dans son pays d'origine. La structure de notre, Vous comprenez cela? La structure de notre PIB montre qu'il est essentiellement porté par l'administration, le commerce et puis les services, qui ne sont pas des secteurs créateurs d'emplois. Comment allez-vous faire pour inverser cette tendance? Vous savez, on a une possibilité de rendre beaucoup plus professionnelle et responsable notre administration. Beaucoup de gens considèrent le service administratif comme une rente de situation. Il y en a qui, après des diplômes, sont dans l'administration et c'est un acquis parce qu'on considère que la vocation de l'administration, ce n'est pas forcément de la rentabilité. Voici un peu le mobile qui soutient cette situation. Demain, nous allons rendre l'administration beaucoup plus efficiente. Demain, en quoi faisant concrètement? En responsabilisant et en professionnalisant ceux qui travaillent dans le secteur public. Mais on parle beaucoup plus de création d'emplois pour les jeunes. Ce n'est pas des secteurs qui créent énormément d'emplois, contrairement à l'agriculture ou l'industrie. Pas nécessairement, madame. Moi, je pense que, comme on en a vu au niveau de la sécurité, nous avons aussi des poches de respiration au niveau de l'administration, non seulement au niveau éducatif, au niveau de la santé, parce que le secteur public n'étant pas très rémunérateur, beaucoup de ceux qui ont la qualification recourent en fait au privé pour avoir plus d'argent. Les jeunes vous écoutent actuellement, ils ont envie de savoir ce que vous leur proposez de façon concrète. Nous leur proposons de l'emploi qui viendra du secteur public et du secteur privé, parce que nous allons renégocier les conditions de prospérité de ce secteur privé pour qu'il puisse toujours et demeurer renforcée dans la croissance qu'elle est en train. Le tissu industriel est quasi inexistant. La SN Sosuco traverse une crise sans précédent. Oui, mais tout cela n'était pas de ma faute. Moi, je suis en train de penser que nos fleurons d'or, nos fleurons économiques ont été privatisés ou transférés dans le secteur privé ici. Peut-être vous n'étiez pas là en ce moment ou moins âgé. Mais moi, je sais qu'en 1991 ou en 90, lorsqu'il s'est agi de déménager des actifs du secteur public pour le secteur privé, une femme du peuple burkinabé était là pour regarder, mais n'a rien dit. Et l'on savait qu'on allait aboutir à cette situation d'impasse. Comment redynamiser le tissu industriel pour créer de l'emploi, M. Zampaligré? Il faut déjà réouvrir à coup de goût la Sofitec. Pourquoi? Parce que nous sommes le premier presque producteur du coton. Et nous n'avons pas d'industrie de transformation qui donnera de la valeur ajoutée. 1000 personnes et bien au-delà sont en train de chômer parce que nous avons fait un mauvais choix. Il faudra que ce type d'expérience soit démultiplié. Je voudrais notamment une industrie pharmaceutique, quand on verra le volet de la santé, que l'on puisse installer au moins ici. Donc, ça tombe bien, on va aborder la question santé tout de suite. De santé, vous savez que les préoccupations des Burkinabés en matière de santé sont très énormes, et allant donc du problème d'infrastructure au problème de personnel. Et il y a un déficit actuellement donc, en termes d'infrastructure et de personnel soignant. Comment combler les gaps en matière d'infrastructure? Quand on sait que le ratio actuellement c'est autour de 10 km que le Burkinabé doit parcourir avant d'accéder à un service de santé. Moi je pense qu'il y en a pire que ça, plus de 10 km. Il y en a même plus de 10 km. Ça c'est des chiffres qui sont ronronnants parce que ça permet en fait aux bailleurs de fonds, aux pays du Nord de nous accompagner pour dire que nous avons des efforts. Moi, je vous dis que la situation est bien pire que celle-là. Et justement, comment vous comptez résoudre le problème? Il est facile de construire un dispensaire dans un village. Ah oui? Oui. Ça ne coûtera pas plus cher que d'acheter une patrole ou de vendre une patrole à quelqu'un qui en a l'argent. Si vous avez de l'argent, on vous vendra beaucoup de nos patroles qui sont là dans le parc automobile, qui sont stockés inutilement. Vous allez les revendre pour construire les... Oui, s'il le faut, les écoles, lorsqu'on les revendra à 100 millions, on peut construire combien d'écoles avec cela, monsieur? Je vous pose la question. Voilà un cas concret. Vous savez, nous avons des actifs qui dorment ou qui sont inutilement utilisés pour nous exposer et dire que nous avons atteint un peu le chemin de l'émergence. Tout ça, c'est de la façade. Tout ça, c'est de la façade et nous avons maintenant le résultat en face de nous. À 10 km d'ici, les gens quelquefois dorment à même le sol. À 10 km ici, les gens boivent de l'eau boueuse. Parce que l'eau potable est juste impossible.
Et voilà ce que nous sommes en train de dire. Alors, au-delà du problème des infrastructures, il y a les chiffres du ministère de la Santé qui montrent qu'au Burkina Faso, on compte un médecin pour près de 7000 habitants dans la région du centre, contre 55 000 habitants, un médecin pour 55 000 habitants dans l'est du Burkina Faso. Comment vous allez arriver à créer je pense qu'il faut à résoudre ce déséquilibre dans la répartition il faut tempérer ces données-là, qui sont des données formelles. C'est les données du ministère de la Santé. C'est les données du ministère pour pouvoir, parce que quelquefois ces données même nous viennent de l'OMS, que le ministère apprend ici. Moi qui vous dis, je sais de quoi je parle. Nous allons essayer de coupler la pharmacopée traditionnelle, parce que tout le monde ne se soigne pas forcément chez le médecin moderne. Beaucoup de nos concitoyens, de vos concitoyens, dans les villages, n'ont pas recours à des médecins, n'ont pas recours en ce moment, en dehors des cas très très graves, à des soins modernes d'hospitalisation. Peut-être un problème de moyens, tout simplement. Pas nécessairement, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que de cela qu'il s'agit. Je pense qu'il faudrait que l'on accepte de regarder en face ce que nous avons comme valeur positive et que nous fassions la combinaison qui permette d'assurer une large couverture en matière de soins de base à nos populations. On va enchaîner avec les questions, sauf sur la dernière question sur la santé, sur la question de l'agriculture. Sur la question de santé, il y a par exemple des projets, notamment sur la gratuité des soins pour les enfants de 5 ans, en tout cas les projets qui ont déjà fait... Ce n'est pas ce que je préconise. Ce que je préconise est bien plus substantiel que cela. Oui, je souhaite, comme l'OMS le préconise, que ce soit dans sa globalité que nous traitions ces questions d'assurance santé. Pas seulement pour ceux qui travaillent dans les secteurs modernes, mais aussi pour le paysan qui va vieillir et qui a connu la pénibilité du travail et qui va se retrouver à la retraite pour être soutenu par son enfant, par sa famille, alors qu'il a contribué au PIB de la même manière que les autres ont contribué pour créer des richesses dans ce pays. Voilà ce qu'on appelle justice. Galip, on va enchaîner avec les questions agriculture et élevage. Agriculture, vous le savez, les Burkinabés, en tout cas, la majorité vivent de l'agriculture. Et vous avez préconisé, en tout cas, des solutions fortes, si je peux me le permettre. Dès la première saison, vous proposez, par exemple, dans votre programme, d'offrir une charrue à chaque famille dans votre programme. Oui. Alors, est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Je le sais. C'est-à-dire que vous avez proposé également un tracteur pour un village. Oui. Oui, je le sais. Mais une charrue déjà pour une famille, est-ce que vous mesurez un peu ce que ça représente? Et comment de façon concrète le faire dans un délai aussi bref dès la saison prochaine? Oh, vous savez, nous avons en fait des volants d'action lorsque nous faisons le montage financier pour que nous puissions avoir ces aides-là. Nous sommes courtisés. Ceux qui produisent ces biens, ces machines, sont ici et souhaiteraient une coopération durable. C'est à nous de leur montrer les domaines dans lesquels nous souhaitons qu'ils puissent nous aider. Il y en a qui nous amènent des ordinateurs. Il y en a qui nous amènent des fusils. Nous allons pouvoir leur demander, aujourd'hui, nous voulons certes préserver et assurer la continuité de vos usines de production en armement, mais pour l'heure, nous souhaitons un tracteur ou une charrue. Et nous souhaitons, parce que nous en achetons en masse, des prix préférentiels. Et nous pouvons le décider. Ce n'est pas un luxe pour le Burkina. Alors, et moi, je le sais. Monsieur Zampaligré, je me suis amusé un peu quand j'ai vu votre programme sur l'agriculture à faire un petit calcul. Ne vous amusez pas seulement. Un tracteur, en gros, on va dire 10 millions. On a plus de 8000 villages. Donc, on va sur la base de 8000. Donc, je suis à 80 milliards. Un forage autour de 4 millions, 8000 villages. On a 8000 forages. Donc, on est à 32 milliards. Donc, on a un total de 112 milliards. Tout ça au plus tard en 2017. Ce sont vos chiffres issus de l'impunité dans laquelle vous avez baigné pendant 27 ans. Madame, je veux vous dire, la réalité est tout autre. Lorsque nous avons une politique franche de responsabilisation, nous atteignons des chiffres qui sont moindres que ce que vous avez annoncé. Et moi, je le sais, pour avoir été banquier, finançant le développement, finançant les infrastructures et l'énergie. Et vous aurez l'argent pour financer tout ça? Nous aurons de l'argent pour financer cela. Comment nous allons avoir cela? Pour une fois au moins... Une charrue à une famille. Des tracteurs, des charrues, de forage? Non, pas des tracteurs. Nous offrirons un tracteur par village. Nous en avons 8000 villages de répertoriés. Ce n'est pas un luxe. Nous offrirons une charrue par famille de paysans. Ce n'est pas un luxe.
Et comment assurer, une chose c'est d'offrir, mais la suite, est-ce qu'il y a un système de maintenance de ces tracteurs et autres? Nous mettrons en place un mécanisme, un fonds dédié qui permet... Un fonds de combien de francs? C'est vous qui m'annonciez vos chiffres mirobolants. Non, c'est un calcul, c'est juste un calcul. Oui, mais des calculs sur des chiffres qui sont faux. Parce que nous savons... Non. Que ça va coûter des milliards au Burkina. Madame, c'est pas parce que la montagne est élevée qu'il faut refuser de la gravir. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, je pense qu'il est possible d'avoir une issue. Nous ne sommes pas condamnés. Je suis un Burkinabé et je sais ce que cela veut dire. La fin du courage n'est pas burkinabé. Alors, on enchaîne avec l'énergie. Oui, la question de l'énergie. Monsieur Zampaligré, actuellement, beaucoup de délestage. Et alors, le Burkina qui se trouve, en tout cas, durant la période chaude, en difficulté. Et nous savons que vous connaissez, en tout cas, cette question d'énergie, et puisque vous l'avez mentionné dans votre programme. Et quelle est, en fait, l'alternative véritable pour rompre avec les délestages au Burkina? Au Burkina, quand vous parlez du Burkina, en parlant de l'énergie, parce que vous pensez aux zones uniquement urbaines, parce que vous mettez de côté tous les paysans qui sont dans les villages, qui n'ont pas de pistes, qui n'ont pas d'électricité, il faut redevenir modestement le Burkinabé égalitaire. Le Burkinabé, il sera le même en ville et en campagne. Il n'y aura plus de raison que pour des questions de diplôme, il y en a qui se croient super burkinabés que d'autres. Oui, monsieur Lorsque je pense à votre confort en ville, quand je pense à votre confort en ville, depuis des lustres, je vois un Burkinabé soucieux de son climatiseur qui marche 24 sur 24, parce qu'il porte une cravate, parce qu'il a un costume. Même si la température est de 45 degrés, ce n'est pas grave. Allons-y. Donc vous allez rompre avec les gros consommateurs? Non, je dis simplement la vérité et je dis qu'il faudrait des ajustements nécessaires pour que le bien-vivre concerne tout le monde. Lorsqu'il s'agit de l'électrification rurale, je comprends qu'il y a des solutions. Et même lorsqu'il s'agit de l'électrification en zone urbaine, nous savons qu'il y a des moyens de dire aujourd'hui. Nous avons des BO, des BOT qui se mettent en place, des partenariats publics et privés. Ce que les opérateurs nationaux ou étrangers veulent savoir, c'est comment faire pour garantir leur financement, parce que ce sont des financements à long terme. Justement, dans le domaine énergétique, jusqu'à présent, le partenariat public-privé ne marche pas. Hein. Les gens, je ne sais pas, les gens n'arrivent pas en tout cas à se lancer dans ce domaine. Non, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour permettre à un secteur privé de s'intéresser véritablement au domaine énergétique? Les règles de passation des marchés publics seront transparentes. Non, il y a des questions de règles. Vous savez, quelquefois, nos frérots économiques sont passés d'une main à l'autre dans des conditions assez obscures, et vous le savez, nous le regrettons. Lorsque je dis qu'à Koudougou, il faut ressusciter la Sofitec pour reprendre des gens qui y travaillaient et pour continuer d'employer du personnel, c'est parce que je considère que nous sommes premiers producteurs du coton. Alors, et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'usine de transformation à valeur ajoutée dans notre pays. Je pense la même chose pour la Sonabel. La Sonabel a essayé par le passé récemment de faire des BO, des mécanismes de concession pour le volet distribution, production, parce qu'ils gardent le volet distribution. Mais ce n'est pas mauvais, il faut trouver la juste mesure. Il faut trouver des mécanismes qui garantissent à ceux qui viennent investir qu'ils ne seront pas désappropriés par un gouvernement qui arrivera et qui mettra en péril ce qu'ils ont investi pour quelquefois 20 ans, 30 ans. C'est le même principe pour les parcs photovoltaïques. Avec le régime des terres, avec un coût, un prix de kilowattheure qui est assuré pendant une longue période. Nous avons des possibilités. En Chine, nous avons pris un mécanisme où les gens chargent l'électricité comme vous chargez les téléphones portables. Alors, ce sont des mécanismes qui existent. Il faut seulement combiner les éléments et nous allons trouver la solution qui sied à nos problèmes. Merci, mais je ne pense pas merci, monsieur Zampaligré. On va parler à présent des mines. J'ai été quand même sidéré de voir que dans votre programme de société, vous ne vous étalez pas vraiment sur les mines, alors que c'est quand même un secteur porteur de l'économie du Burkina Faso. Mais pas vraiment beaucoup. On a reçu votre programme de société un peu tard. Mais oui, madame, ne dites pas que ce que vous avez comme lecture de mon projet
est finalement la vérité. Mais je ne peux pas vous le... Vous pouvez sortir le Justement, paragraphe. dans le projet Un actuel, petit paragraphe. il n'y a pas en fait de mention spécialement consacrée à la question des mines. Moi, j'ai dit... Le Conseil national de la transition a voté un nouveau code minier. Est-ce que ce nouveau code minier est en adéquation avec votre conception du développement des mines au Burkina Faso? Vous savez, je suis de ceux qui pensent que si nous restaurons notre dignité, si nous cessons d'être ceux qui demandent chaque jour quelque chose, on ne viendrait pas nous dire de modifier nos règles de gestion minière de manière à les rendre plus accessibles à ceux qui nous prêtent ou qui nous donnent de l'argent. Vous savez, c'est dans sa globalité... Vous estimez que l'actuel code-là a été dicté par une instance? Moi, je ne sais pas d'où viennent les injonctions. Je sais que, bon, quand on est créancier et quand on a mis sous coupe réglée des États comme les nôtres, il est assez facile quelquefois de donner 5 francs ou de prêter de l'argent et de dire ensuite aux débiteurs, écoutez, vous avez tel bien de ce côté-là, on va essayer de la mettre en valeur. On va la mettre en valeur de cette façon-là. Voilà le type de code qu'il faudra que vous puissiez adopter avec les principes. De cette façon, vous allez faire entrer de l'argent qui va servir à nous désintéresser. Voilà un créancier comment il réfléchit quand il est banquier. Alors, sur la question de la culture, comment allez-vous vous y prendre pour redynamiser l'économie de la culture au Burkina Faso? On a la Semaine nationale de la culture, on a le FESPACO, mais les produits culturels burkinabés restent peu compétitifs au plan international. Mais certainement parce que ces produits ne sont pas connus. Nous avons le CIAO qui a été mis en place, nous avions le FESPACO qui a fait de nous une renommée mondiale. Moi, je pense que si nous remettons les choses, les pendules à l'heure, il n'y aura pas de difficulté de pouvoir montrer notre originalité culturelle, notre spécificité culturelle, pour que les uns et les autres continuent d'admirer le Burkina Faso pour son humilité, pour son altérité, tout simplement. C'est ce que les gens cherchent, ce qui est original, pas des copies. C'est pour ça que le Burkinabé est burkinabé. Nous avons une riche fierté de nous-mêmes. Gardons cela. Mettons un peu les ressources où il faut. Continuons de cultiver des citoyens, pas des citoyens qui savent que, voilà, ils ont seulement des droits, mais des citoyens qui ont aussi des obligations, parce que sans effort, nous n'allons pas atteindre un résultat. Quel budget allez-vous, par exemple, allouer au département de la culture? Vous savez, quand vous parlez de budget à chaque fois, je me dis que vous avez eu une déformation de par tout ce qui se fait et qui se fait à l'Occident. Aucun d'entre nous ne sait demain comment nous allons assurer le service de la dette. Oui. Personne ne le sait. Personne ne connaît la pression exercée par les créanciers sur notre façon de survivre demain. Ce que nous sommes sûrs de faire, c'est que s'il y a 100 francs dans les caisses de l'État, la culture aura sa part et nous allons veiller à mettre en place des règles de gouvernance qui permettent l'atteinte des objectifs que nous fixons. Merci, M. Zampaligrand. Est-ce que vous aimez le sport? Oui, je pratique le sport. Alors que dans votre projet de société, nulle part il n'est fait mention du sport, quelle place va occuper en tout cas une activité comme un secteur comme le sport dans Mais le sport gardera sa place. Mais nous sommes dans une situation d'urgence. Vous ne savez pas le péril qui nous guette. Vous pensez seulement à ces élections-là, comme si c'était des élections ordinaires. Justement, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, parce que des milliers de Burkinabés, des jeunes, qui constituent 70% de la population, n'ont pas de travail comme vous. Et si nous ne faisons pas face prioritairement à cela, nous n'allons pas... La gestion d'un État, c'est un tout, on ne peut pas ignorer. La gestion d'un État, c'est un tout, mais un État en péril a des situations d'urgence à satisfaire. Et vos urgences, c'est quoi? Mes urgences ont été déclinées dans ce projet de société. Donc tout ce qui ne ressort pas dans le projet de société, c'est... Pour moi, ce n'est pas une urgence prioritaire pour moi. Il y a la jeunesse à qui il faut de l'emploi. Il y a l'agriculture dont la modernisation doit être amorcée. Il y a l'autonomisation économique de la femme. Il y a, si vous voulez, cette gouvernance qui nous tient à cœur,
la fin de l'impunité avec une justice qui Merci, retrouve ses règles merci, M. Zampaligré. Merci, Galip Sommé. Nous sommes au terme de cette émission. M. Zampaligré, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour les élections du 29 novembre. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un autre candidat. Très bientôt. Merci beaucoup. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso, y'a